Avant, il y a eu les Carpentiers, avec leur folie. Je ne fais pas de comparaison, mais à notre petite échelle, nous aussi, on a pu permettre à des journalistes, à d'autres personnes, un petit peu de déconner et de s'amuser. Quand je disais à ma fille, et quand elle répétait à ses copains et ses copines que je participais au show de Dorothée, d'un seul coup, mon assise, montée d'une marche ou deux. J'avais beau être à la radio tous les matins, j'avais beau faire une grande émission de variété à la télévision. Le fin du fin, le top du top, c'était de participer au show de Dorothée. J'en garde un super souvenir. En octobre 93, galvanisé par les audiences records du Club Dorothée, TF1 offre à l'animatrice une case spéciale sur son antenne pour 3 Dorothée Rock'n'Roll Show. Cette fois, les stars internationales sont à l'honneur. La nuit. Le trac. Mais quelle émotion. On demande à M. Richards qui ne me connaissait pas. Il est venu. Screamy Joe Kings, il ne me connaît pas. Il est venu. Ça a été fantastique. Jerry Lewis. On l'a attendu 3 jours, cela dit. Bon, on a mérité sa venue, mais il a été super. Tous, Chuck Berry, tout le monde, toutes ces personnes-là qui ne savaient pas du tout qui j'étais, je n'existais pas. On dit oui, ils ont joué le jeu à fond la caisse. J'ai eu tellement de retours en recevant ces personnes devant qui j'étais malheur blême, livide, mais qui ont été d'une... Là, c'est sympa. Dans cet enregistrement-là, elle faisait 4, 5, 6 stars comme ça, en direct, chantant avec eux, sans se tromper, parce qu'elle voulait surtout pas recommencer à cause d'elle. Mais ça, c'est une force, c'est incroyable. Personne ne se rend compte le travail que c'était. Ça prenait, en gros, 3 mois de travail, tout compris, entre l'élaboration, le tournage et le montage. C'était les shows, l'émission la plus de qualité, si je peux dire, de tout l'environnement du Club Dorothée. Tous les artistes américains, quand ils viennent faire des choses avec des artistes français, ils regardent la place dans les hit parades, ce qu'on leur propose, et c'est généralement au moins aussi important que l'artistique. Donc bien sûr, ça a joué, mais en même temps, je crois que c'était la volonté qu'elle avait, elle, justement, pour être crédible, pour montrer que c'était pas juste une animatrice télé qui se faisait plaisir en faisant de la chanson, qui a été chercher des gens qu'elle aimait bien pour faire des duos avec elle. Née en décembre 89, la première sitcom produite par AB s'appelle Salut les musclés. Ce qui ne devait être à la base qu'une expérience de courte durée va finalement donner naissance à plus de 260 épisodes de 26 minutes. Jean-Luc Azoulay nous a un jour dit « Je peux, à l'intérieur des émissions et pour le prix des émissions et sans un franc de supplément, ajouter une séquence qui sera une séquence filmée et qui sera un essai de sitcom avec tous les gens qui sont chez nous, notre équipe. Et donc, avec Étienne Moujotte, nous avons agréé cette proposition à titre de test. On était en tournée avec les musclés et on rigolait comme des fous parce que j'avais vraiment des personnages. Il y avait Framboisier qui était le dragueur fou, il y avait René qui était le professeur, il y avait Eric qui était le garçon qui avait la bonne bouffe, Minet qui était Minet, Rémi qui était un petit peu le sage, le pendant de tout ça. Et je me suis dit, mais j'ai des personnages, donc je vais leur faire des histoires. Un jour, Jean-Luc nous dit, les musclés, vous allez faire un sitcom. C'est comme Madame est servie, c'est un comique de situation qui se passe dans la même pièce. Tu regardes Madame est servie, il me dit, voilà, c'est comme ça. Et alors moi, j'ai regardé Madame est servie et j'ai regardé la star de la série, Tony Danza, qui surjouait. Alors moi, j'ai dit, bah bon, c'est ça, un sitcom, il faut surjouer. Alors j'ai surjoué. C'est une sorte
de chevalier des temps modernes. Voilà. Mais qu'est-ce que j'ai eu comme idée à la faire venir? Quelle idée, quelle idée! Lorsque nous avons commencé, bien évidemment, d'abord, on n'avait jamais touché à ce genre de truc, d'expérience. On n'avait aucun sens de la position devant une caméra. Au niveau de l'élocution, on ne connaissait rien non plus. Alors on a appris sur le temps, on dira. Oh maman, je ne savais pas que ça pouvait être aussi bon. En fait, on était censé jouer notre propre rôle. Bon, tout ça est très fictif, disons. Il y avait beaucoup d'ingrédients de la personnalité de chacun qui étaient... voilà. Je sais pas si la personnalité de Minet, c'était de prendre des baffes, par exemple, systématiquement. Qu'est-ce qui s'est passé? Gros Dolly! Ah ben ça veut pas dire toilette! Alors c'est devenu un tel succès que ça nous a comblé de joie, évidemment. C'était très sympa, mais nous étions complètement étonnés de cette aventure et de la forme que ça prenait. Salut les musclés rencontre un tel succès que la série se décline, engendre des spin-offs et met en marche une toute nouvelle méthode de production. C'était les sitcoms américaines adaptées au système français et en version teenager. C'était un gros rythme, puisqu'on tournait un épisode par jour pour 24 minutes d'épisode et que surtout les histoires étaient écrites à 2 jours ou 3 jours du tournage et parfois même le matin pour un tournage quelques heures après. Donc une méthode nouvelle de production, des comédiens qui n'étaient pas forcément des comédiens professionnels, des rires enregistrés, des histoires très simples mais avec en fait très étudiées et surtout chaque sitcom une famille. Et un lien de parenté entre chaque sitcom qui créait la filiation. J'ai fait arriver une petite fille qui s'appelait Justine, qui était la nièce de Framboisier. C'est lequel, tonton Framboisier? Et puis Justine a commencé à avoir des aventures elle-même à l'intérieur de Salut les musclés qui prenaient de la place. Donc c'est devenu le premier baiser. Justine avait une sœur qui, elle aussi, a commencé à prendre de la place parce qu'elle était étudiante. Ça a donné Hélène et les garçons. Hélène et les garçons. Oh, grand moment. Nous, on adorait. Ça s'adressait complètement à notre âge, quoi. Le premier baiser, le petit groupe dans la cave, les problèmes de lycéens, de collégiens. J'adorais regarder ces séries. C'était super. Ces émissions comme Hélène et les garçons touchaient quand même les petits qui voulaient faire comme les grands, les ados et même les étudiants qui en riaient. De fil en aiguille, une vingtaine de sitcoms est ainsi produite par AB, totalisant près de 20 000 épisodes, toutes séries confondues. Et alors nombre de guests, de gens qui sont passés sur les sitcoms, c'était formidable. Ophélie Winter en passant par Guillaume Canet, par des tas de gens qui ensuite ont vécu une carrière incroyable au cinéma. Virginie ? Guillaume, mais qu'est-ce que tu fais là? C'était 6 à 7 studios qui tournaient en même temps, en parallèle, avec des sitcoms, avec le Club Dorothée, l'édition, les disques, les produits dérivés, le merchandising. Une entreprise énorme. Je pense qu'il y avait autour de 1000 personnes qui devaient travailler entre les intermittents et les CDI. Et c'était une machine de guerre. Tous les jours, on livrait 4, 5, 6, 7 heures de programme pour TF1. C'était une hit factory. C'était le rêve américain en France. Quand on arrivait à la Plaine Saint-Denis, ça tournait dans tous les sens. C'était un mélange entre Bollywood et Hollywood. Il y avait des décors qui se baladaient de partout, des techniciens de partout, des comédiens qui sortaient dans tous les sens, déguisés, pas déguisés. Il y avait le Club Dorothée qui se préparait. Ça tournait à droite, à gauche, au-dessus, en dessous. On se croisait au maquillage, on se croisait dans la cour, on se croisait partout. C'était bonjour, comment ça va? Tout le monde tournait, c'était une fourmilière, c'était génial. En 94 ou 95, nous avons fait 60% de la production subventionnée par le centre du cinéma. Donc non seulement on faisait beaucoup de production, mais on avait le label qui nous permettait de recueillir des fonds du ministère de la Culture. Dans ces années-là, la France a été le premier pays européen exportateur de programmes. Et ça ne s'est plus jamais reproduit depuis. À cette époque, AB devient la première société de production de France. En 1996, elle fait même son entrée à la bourse de New York. Un véritable empire se met en marche et ce succès colossal dérange autant qu'il inquiète.
C'est vrai que c'est toujours tentant, dans un univers très difficile, d'avoir quelqu'un qui vous dit « moi je te fournis du clé en main, je te fournis tout, l'animatrice, le concept ».